Je m'appelle Ibimi, j'ai 32 ans et je travaille comme liaison politique dans le comté. Je ne manque de rien, mon salaire est correct, j'ai un bureau agréable, mes journées sont parfaites si je veux, mes soirées sont consacrées aux réunions de coalition et mes week-ends aux manifestations. Toute mon identité professionnelle tourne autour de l'équité du travail et de la destruction des systèmes patriarcaux de l'argent. Depuis des années, je répète que les métiers masculins sont protégés et étrangement surpayés. Mon exemple favori, un ouvrier routier qui gagne 38 $ de l'heure pour tenir une pelle. Pendant ce temps, enseignants et travailleurs sociaux survivent à coups de bonnes intentions et de dettes. La société valorise le travail masculin comme s'il avait intrinsèquement plus de valeur. Tout le monde acquiesce à mes réunions, je publie des articles, les statistiques sont de mon côté. Je me dis que l'écart salarial existe parce que le travail de soins est dévalorisé et que la force brute est fétichisée. Les hommes ont écrit les règles et bien sûr, ces règles les favorisent. C'est simple. Un soir, lors d'une réunion du conseil municipal sur les dépenses d'infrastructure, ils discutent de millions pour réparer routes et ponts comme si c'était de l'argent Monopoly. Je prends la parole, comme à mon habitude, pour dénoncer les priorités mal orientées et souligner que ces emplois sont surpayés par rapport à leurs difficultés réelles. Après la réunion, un homme d'une quarantaine d'années s'approche. Le visage buriné par le soleil, les bottes encore couvertes de béton. Poli, mais son regard est dur. Tu crois vraiment que c'est facile ? J'explique calmement que non, c'est pas facile, juste surévalué par rapport à d'autres métiers. Il hoche lentement la tête, comme s'il me jaugeait. Mon entreprise manque de personnel. On est sur la réparation du pont Mason Street. Tu devrais voir ce que c'est réellement. Un pic d'excitation me traverse la poitrine. L'opportunité de prouver mes arguments. Sans réfléchir, je réplique. 1 mois. Je travaillerai 1 mois, même condition que tout le monde. Il me dévisage un instant, puis acquiesce. Si tu es sérieuse, lundi, 5 à 30, je passe le week-end dans un mélange d'appréhension et de nervosité. Je me convainc que ce n'est que du travail physique. L'humanité transporte des pierres depuis toujours. Je vais au magasin de bricolage acheter des bottes et un pantalon épais. Les bottes pèsent des briques, le tissu du pantalon est rugueux comme du papier de verre. Je me dis que je vais les assouplir. Je mets mon réveil à 4h30, alors que je me lève habituellement à 7h15. Lundi arrive. Le réveil hurle. Il fait encore nuit noire. Je me lève comme si mon corps était du ciment mouillé. Tout mon corps supplie pour le sommeil. Café forcé, bol de flocons insipides. Je conduis vers le chantier sous ce ciel gris et près. Dawn. Des camions sont déjà alignés, les hommes tiennent leur thermos. Leur souffle se voit dans le froid. Il est avril, mais à 5h30, peu importe le mois. Je retrouve Del Forman, qui me présente l'équipe, une quinzaine d'hommes, de la vingtaine à la cinquantaine. Certains hochant la tête, quelques regards rapides, mais surtout ce sentiment d'être un animal étrange trouvé sur la route. Dal me met avec Kyle, un type calme d'une vingtaine d'années, et me tend juste une pelle. Orientation terminée. Nous nettoyons la base d'un pilier de pont, des morceaux de béton brisés, des barres d'armature tordues, des débris. La première heure passe, la deuxième, mes bras hurlent déjà. Les morceaux de béton paraissent petits jusqu'à ce que tu les prennes. Le fer accroche tout, mes gants, mon pantalon. Les gants épais protègent mais gênent la prise. Les paumes battent, mon dos se raidit. À la pause de 15 minutes, je m'assieds sur une benne, silencieuse, observant les autres boire et manger sans un mot. Retour au travail. Kyle me montre le marteau-piqueur, un monstre de 30 kg. Je presse la gâchette, le corps entier tremble, mes dents claquent, mes épaules semblent se détacher. Je tiens 1 minute avant de devoir lâcher. Simulant une technique, Kyle prend la relève, sans un mot, comme si c'était son tour normal. Je reprends pour 3 minutes. Mains engourdies, dos hurlant, midi. Enfin le déjeuner. Mon cerveau calcule 7 heures faites, 1 à venir. Mais nous ne stoppions pas à 13h, jusqu'à 16h30. 11 heures. Mes mains sont à peine fonctionnelles. Je m'acharne à ouvrir le plastique de mon sandwich. Les hommes, eux, mangent, assis sur les camions ou caisses à outils, le regard vide, épuisé. L'après-midi est pire. Nous déplaçons du gravier, pelle après pelle, dans des brouettes à pousser sur une légère pente. Les poignets transperçant mes paumes malgré les gants. 3 brouettes avant de suffoquer.
Les hommes avancent sans sprint ni ostentation, juste un rythme régulier et ininterrompu. Pelle, remplir, pousser, vider, revenir, répéter. À 16h30, je me traîne jusqu'à la voiture, corps en miettes, presque endormi à un feu rouge. Je m'écroule à la maison, incapable d'atteindre le canapé. Mon colocataire demande comment ça s'est passé et je ne peux répondre, juste émettre un son signifiant mauvais. Je finis par prendre une douche brûlante qui soulage et brûle à la fois. Mes épaules et le haut du dos sont rouges, mes mains couvertes de coupures et éraflures. Je mange des restes de pâtes debout, assise serait trop épuisant. Je dors avant 20, réveil à 4h30. Le lendemain ressemble à un acte de violence. Corps raide, paume en feu, épaules verrouillées, quadriceps tremblants. Et je réalise, ce n'est que le 2e jour sur 22. La semaine s'étire en un flou de douleur et d'épuisement. Même routine, matin sombre, air froid, travail conçu pour broyer le corps humain. Même souffrance dans différentes tâches. Transporter du fer, traîner des objets tranchants ou lourds, manipuler des machines vibrantes, mélanger du béton. Mes bras se définissent, mes mains se durcissent, mais mon esprit est vidé de toute énergie mentale. Les réunions et le militantisme semblent irréels, lointains. Le week-end, je dors 14 heures d'affilée, me réveillant comme anesthésiée, le corps couvert de nouvelles ampoules, coupures et ecchymoses. La 2e semaine commence. Mon corps s'adapte un peu, la douleur devient un fond constant, je soulève plus qu'avant, mais toujours loin des capacités des hommes. Nous passons aux travaux réels sur le pont, pas seulement au sol. Réparation sur échafaudage, 45 pieds de hauteur, avec un léger balancement. Le vent frappe fort, mes jambes tremblent de fatigue pure. Balancer des barres d'armature devient un défi, mes bras sont trop faibles pour le faire seul. Kyle m'aide, silencieux, sans commentaire. Les hommes parlent peu, parfois une radio diffuse un son, mais surtout, seuls avec leurs tâches, le bruit du métal et des moteurs, le vent. Je découvre l'isolement du travail physique. Malgré la proximité des autres, je suis seule avec mon corps. Dalle me fait tourner entre les postes pour éviter que je sois écrasée par des gestes répétitifs. Un jour au sol, triage des matériaux, le lendemain sur le pont, puis peinture anti-corrosion des poutres. Les vapeurs me frappent, masque respiratoire chaud et inconfortable, la peinture est lourde, les bras brûlent. Les petites blessures s'accumulent. Coupures et ecchymoses font partie de l'uniforme. Les hommes parlent des accidents comme d'un rendez-vous raté. Les dangers sont constants, la vigilance obligatoire. Mon corps change. Perte de poids malgré l'alimentation. Bras musclés, mains calleuses, visage marqué, muscles tendus, toujours à un faux pas d'un accident. La pluie rend tout plus lourd et glissant, les bottes collent, les outils glissent. Le corps engourdi, mais le travail continue. La 4e semaine arrive, ma dernière. Mon cerveau se répète presque fini comme une bouée de sauvetage. Mais les hommes ne sont pas presque finis. Pour eux, ce chantier n'est qu'un projet parmi d'autres, un après l'autre, jusqu'à ce que le corps ne suive plus. Je regarde Rick, un des plus âgés, descendre de l'échafaudage, les genoux complètement détruits. Chaque pas semble déchirer son corps. Le lendemain, il est de retour, parce qu'il n'a pas le choix. C'est ce qu'il sait faire, ce qui paie son hypothèque. Et soudain, ma colère disparaît. Je suis venue ici enragée contre les systèmes et les inégalités. Cette colère s'est usée, simplement balayée par l'épuisement. Je n'ai plus d'énergie pour m'énerver. Je peine juste à prendre une douche avant de dormir. Mes pensées se simplifient. Passer la journée, ne pas me blesser, atteindre le week-end, tout le reste devient bruit de fond. Les cadres politiques que je projette sur chaque situation semblent appartenir à un monde ancien, lointain. Ce travail n'est pas abstrait. Il est concret dans tous les sens du terme. Le jeudi de cette dernière semaine, nous faisons des travaux de précision sur le joint d'expansion du pont. Pas seulement de la force brute, mais des mesures exactes, un alignement précis pour que le joint fonctionne réellement. C'est technique, ça demande compétence et savoir-faire. Kyle m'explique comment le joint doit permettre au pont de bouger avec les variations de température, comment le métal et le béton réagissent plus que ce que j'imaginais. Il n'a jamais fait d'études supérieures, mais il décrit des principes d'ingénierie comme si c'était évident. Il a appris par l'apprentissage et des années d'expérience. Et là, je comprends. L'intelligence dans ce métier m'était invisible.
Je pensais que c'était du travail non qualifié. Quelle absurdité. Chaque tâche exige du savoir corporel, acquis avec le temps, comprendre les matériaux, la physique, résoudre des problèmes tout en étant fatigué, mal à l'aise, à un faux pas de blessure. Vendredi, dernier jour, mon corps le sait. Je fonctionne à l'énergie restante et à la promesse du sommeil. Nous faisons le nettoyage final. Ranger le matériel, enrouler les tuyaux, empiler les équipements, restaurer le site. Toujours dur, mais moins intense que de travailler sur l'échafaudage. Dal s'approche pendant que j'enroule des rallonges. Alors qu'en penses-tu? Ton neutre, mais je sais ce qu'il demande. Je m'assois sur un muret en béton, jambes tremblantes, refusant de parler. Une partie de moi lutte encore, celle qui a passé des années à construire un cadre intellectuel pour comprendre le monde. Ce cadre est fissuré. La réalité physique ne se contourne pas par la théorie. C'est le travail le plus difficile que j'ai jamais fait. Ma voix sort rauque, comme après une semaine de cris. Dal hoche la tête lentement. J'ai terminé, sachant que je pouvais arrêter à tout moment, que c'était temporaire. Il ne dit rien. La pensée suivante est évidente. Eux, ils font ça chaque jour. Pendant des années, des décennies, ils restent silencieux juste là à attendre. Et je sens quelque chose se briser en moi. Je reconnais mon erreur. Les mots coulent. J'avais tort sur la difficulté de ce travail. Je croyais que c'était du gatekeeping, que le salaire était gonflé par le genre et les systèmes patriarcaux. Je dois m'arrêter, respirer, la gorge serrée, comme pour pas m'étouffer, mais ça sort quand même. C'est brutal. Ça détruit le corps. C'est dangereux, isolant. Et personne ne le voit ni ne l'apprécie. La société attend juste que les ponts, routes et bâtiments existent. Dal s'assoit à côté de moi, silencieux, comme s'il avait déjà eu cette conversation. Beaucoup pensent que c'est de l'argent facile pour un travail simple. L'argent n'est même pas si bon, dit-il, pas pour ce que ça coûte. Je continue à parler, comme si je ne pouvais pas m'arrêter. Non, ce n'est pas facile. Et personne ne s'en soucie. On attend juste que les hommes fassent ce travail, qu'ils s'épuisent, puis on les critique pour leur soi-disant manque de disponibilité émotionnelle. Je réalise que je déverse 1 mois d'épuisement et de douleur à voix haute. Comment faites-vous pour revenir chaque jour? Il regarde le chantier un instant, puis il répond simplement « Le travail doit être fait. Ça paie les factures. Tu trouves un sens où tu peux. Nous restons là, pendant que le reste de l'équipe finit de ranger. » Et mon cerveau rejoue toutes les fois où j'ai dévalorisé ce travail. Toutes les réunions où j'ai affirmé qu'ils étaient surpayés, que leur travail n'avait de valeur qu'en raison d'une économie sexiste. La honte pèse dans ma poitrine, plus lourde que n'importe quel bloc de béton que j'ai soulevé. La journée se termine. L'équipe charge le matériel. Certains me font un signe de tête, un murmure « t'as tenu », un autre sourit « tu as duré plus longtemps que la dernière », et ça me frappe, il y avait quelqu'un avant moi. Bien sûr qu'il y en avait. Dell a probablement répété cette leçon 100 fois, patient, laissant les gens expérimenter par eux-mêmes. Je conduis chez moi et la ville semble différente. Chaque bâtiment, chaque route, chaque pont, quelqu'un l'a payé de son corps. Des hommes invisibles dont la société ne tient pas compte, rentrant chez eux épuisés chaque soir, genoux, dos et épaules détruits avant même la vieillesse. Je m'assois dans ma voiture, moteur éteint, main sur le volant, oubliant ce que je devrais faire ensuite. Mon coloc n'est pas encore rentré. Merci, je ne veux pas parler. Je veux juste le silence. Je me force à entrer, direction douche. Je reste sous l'eau chaude jusqu'à ce qu'elle refroidisse, puis je continue malgré tout. Puis je me regarde dans le miroir, échymose, petite coupure, callosité, mains qui ne ressemblent plus aux miennes. Et je comprends, c'est un dommage temporaire. Dans quelques semaines, la plupart disparaîtra. Dans 1 mois, je serai presque revenue à la normale. Les hommes avec qui j'ai travaillé n'ont pas cette chance. Dommage permanent, année de micro-traumatismes empilés. Et il continue. Cette nuit-là, j'ouvre mon ordinateur pour la première fois depuis des semaines. L'écran s'allume comme un reproche. Dizaines d'emails, notes de réunion, invitations, appels à l'action. Une notification concerne une manifestation contre les dépenses excessives d'infrastructures, demandant de réorienter l'argent vers les services sociaux. Je reste figée. Je ne peux pas organiser mes pensées. Le travail sur le pont est nécessaire. Les services sociaux aussi. Mais les ponts ne se matérialisent pas par de bonnes intentions. Et ceux qui les construisent ne sont pas les ennemis.
J'essaye de taper un email ou une réflexion, rien ne sort. Comment expliquer à ceux qui n'ont jamais ressenti ça? La fatigue profonde, la destruction progressive du corps, la solitude dans la douleur, l'absence totale de soutien ou de reconnaissance, juste le travail à accomplir chaque jour jusqu'à l'épuisement. Je finis par me coucher, le regard fixé au plafond. Mon corps commence déjà à se sentir plus léger. Dès que le travail cesse, la guérison commence. Je vais récupérer. Pendant ce temps, eux retournent sur les ponts chaque lundi pour des années, toute leur vie professionnelle. Je me permets enfin de penser à la pleine réalité que j'ai évitée. Les métiers masculins sont plus durs que je ne l'avais jamais admis. Pas dans un débat abstrait, mais dans une réalité physique, mesurable, indéniable. L'économie ne valorise pas ce travail, elle le sous-évalue, car le vrai prix se paie avec le corps. Genoux explosés, dos détruit, épaules usées, années volées par l'épuisement, l'isolement et la douleur. Personne ne voit et personne ne s'en soucie. J'étais focalisée sur une inégalité dans un sens. Je découvre l'inégalité inverse, l'attente que les hommes endurent, que leur souffrance soit normale, acceptable, ignorée. Je ne sais pas quoi faire de cette prise de conscience. Ça ne s'intègre pas à mes cadres intellectuels ni à mon militantisme. C'est lourd, inconfortable et vrai. Je ferme les yeux, dernière pensée avant de dormir. Kyle, 26 ans, probablement 35 ans de ce travail devant lui. Son corps sera détruit avant ses 60 ans, s'il y arrive. Personne ne s'en souciera. C'est la réalité de ce travail. Et oui, j'avais tort sur beaucoup de choses. Il a fallu un mois à vivre cette réalité que j'avais ignorée. L'homme au conseil municipal a joué parfaitement son rôle. Il n'a pas débattu, il m'a juste donné l'expérience. La réalité a parlé, je pensais que les hommes avaient la vie facile. J'avais tort. Je pensais que leur métier était surévalué. J'avais tort. Je pensais que le système protégeait injustement le travail masculin. J'avais tort. Cette erreur pèse sur ma poitrine comme une pierre. Impossible de discuter ou de théoriser. Il faut juste le porter et voir ce qui vient ensuite. Mais ça, ce sera demain. Ce soir, je souffre et je dors. Et je sais que je vais guérir, tandis que retourne au travail.